خير عليكم. إلى أن نثنوا لي بورتابل وزنا سيلونسيو ولا شيء. يعطيكم الصحة. Alors, tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. C'est moi qui suis ravi, n'est-ce pas? Ça me permet deux choses importantes. Ça me permet d'abord le contact avec mes compatriotes, que ce soit en Kabylie ou ailleurs, je le fais souvent. Parce qu'au fur et à mesure de ma modeste expérience, qu'elle soit celle de l'universitaire, de l'intellectuel ou celle du militant, j'ai remarqué, avec le temps bien sûr, deux choses qui me paraissent nécessaires à comprendre. J'ai remarqué que nous, Algériens, connaissons très 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 mal l'Algérie. Nous ne connaissons pas l'Algérie. Pour plusieurs raisons. La deuxième chose remarquée, c'est que, également, nous, Algériens, nous ne nous connaissons pas entre nous. Et la question qui m'interpelle, et qui m'a toujours interpellé, un peuple qui ne connaît pas suffisamment son pays et qui ne communique pas entre ses membres, les gens ne se connaissent pas. Comment pourrait-on envisager le principe fondamental et fondateur du vivre ensemble, la capacité de bâtir un projet ensemble et d'aller de l'avant? Voilà comme première remarque. La deuxième remarque, c'est que aussi bien les universitaires, les intellectuels engagés, les journalistes à plume sérieuse, ainsi que les politiques, toutes ces catégories qui sont censées réfléchir, produire des idées, avancer des visions, permettre une visibilité. Malheureusement, ces communautés, et ce depuis l'indépendance, de mon point de vue, n'ont jamais sérieusement posé les véritables problèmes. C'est-à-dire que les véritables questions ont de tout temps été soit interdites de réflexion, soit ajournées, reportées, soit faussées, complètement dévoyées. Et on connaît depuis une vingtaine d'années maintenant un autre phénomène qui est celui de la banalisation de tout. La banalisation de tout. Et là, ça nous interpelle également. Une vie intellectuelle comme une vie politique doivent reposer sur les grandes questions, les grandes orientations, les grandes visions, les grandes représentations. Et là, on commence à rentrer un peu dans le sujet. Malheureusement pour nous, les débats sérieux, comme je viens de le dire, ont été plutôt considérés comme étant des postulats, des faits accomplis, des réalités historiques. Je cite quelques exemples au passage. La question de l'État a été considérée comme une question tranchée et réglée à l'indépendance. Au moment de l'indépendance, dès qu'on a eu l'indépendance, qu'elle soit confisquée, inachevée, une indépendance dépendante ou autre, quelle que soit la définition qu'on peut donner à cette indépendance, mais du moins une indépendance d'un territoire. Et l'indépendance ne signifie pas du tout liberté.
nous avons pu conquérir, reconquérir notre propre territoire, mais pas forcément le territoire, c'est-à-dire l'autre territoire, celui de la liberté. Comme l'aurait dit André Gide, il est plus facile de se libérer que d'être libre. Il est plus facile de se libérer que d'être libre. Et ça, c'est un autre problème, et on va le discuter tout à l'heure. C'est un phénomène de pensée profonde, de réflexion sérieuse autour de la question de la libération et de celle de la liberté. De tout temps dans notre histoire, si on devait analyser l'historicité de ces deux concepts fondateurs, celui de la libération qui renvoie à la résistance, qui renvoie à la révolution, qui renvoie à la guerre de libération, à l'autodétermination, etc. Le concept de libération a de tout temps marqué aussi bien l'imaginaire, la pensée, que l'action de l'Algérien dans l'histoire. On peut remonter très loin dans notre histoire. Par contre, la relation de l'Algérien à la liberté est plus que rare dans l'histoire. À chaque fois qu'on arrive à faire aboutir un mouvement libérateur, dès qu'on arrive à sa conclusion, on abdique devant un fait accompli nouveau, qu'il soit colonial, qu'il soit despotique. Et là, on met de côté le principe de liberté. Nous sommes un peuple libérateur, résistant, mais nous n'avons jamais connu de près et sérieusement la notion, la vie en tant que vie, la notion de liberté. Et ça pose un véritable problème. Et au jour d'aujourd'hui, foncièrement, il y a une sorte de chantage politique quant à la relation entre la notion de liberté et celle de la sécurité. Le pouvoir me pose cette problématique. Si vous voulez votre sécurité, il ne faut pas parler de liberté. Il faudrait se désister. La liberté et sécurité ne correspondent pas. Alors que la notion de sécurité, elle est inhérente à la notion de liberté. Sans notion de liberté, il n'y a point de sécurité. Donc le pouvoir s'inscrit dans une démarche physique de l'histoire et de sa relation avec le peuple. C'est une relation en fait de domination, dominée. C'est exactement le même phénomène colonial, avec une autre démarche, avec d'autres outils, avec d'autres moyens, avec d'autres figures. C'est ma deuxième remarque. La troisième remarque, et là je tiens à remercier l'association Al-Woud, parce que la question des mentalités, des structures psychomentales, qui renvoient à notre anthropologie, qui renvoient à notre psychologie, qui renvoient à notre sociologie, qui renvoient à notre façon de vivre ensemble, n'a jamais été sérieusement débattu, n'a jamais été débattu tout court. Le débat sur la question des mentalités, de nos structures mentales, de nos structures psychologiques, n'a jamais été sérieusement débattu. Elle n'a jamais du tout été débattu. Jamais. Sur ce champ particulièrement, je travaille depuis un nombre d'années. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce phénomène. D'ailleurs, j'appelle avec trois autres, qui ne sont pas en Algérie d'ailleurs, nous appelons à la fondation d'une science nouvelle qui se spécialiserait dans l'étude des mentalités. Parce que si on n'étudie pas les mentalités, si on n'approche pas les structures psychologiques et les structures mentales d'un peuple, si on n'arrive pas à détecter, à décrypter, à comprendre, à analyser les structures psychomentales d'un peuple,
On ne saurait jamais comment le gérer, comment le gouverner, ni comment d'ailleurs lui donner une possibilité de vivre ses avenirs, ses futurs. J'ouvre la perspective au pluriel, de préférence. Comme d'ailleurs l'analyse des mentalités, on traite le sujet toujours dans sa pluralité et non dans sa singularité. Donc la question des mentalités, elle est profonde, elle est importante et je considère modestement qu'elle est plus importante que n'importe quelle autre question, aussi importante également, que l'on pourrait évoquer aujourd'hui dans le débat, qu'il soit de nature politique, économique, culturelle, scientifique, éducatif, etc. Toutes les questions posées aujourd'hui sont de nature technique. Comment gouverner? Comment doit-on gérer notre finance? Comment peut-on rentabiliser notre rente pétrolière? Comment peut-on faire de notre, entre guillemets, système éducatif un système rentable et un système efficace, etc. L'Algérie ne vit pas de problèmes de type technique ou de type conjoncturel. De mon point de vue, l'Algérie connaît des problèmes profondément structurels. C'est-à-dire que renvoie foncièrement à notre anthropos, à notre anthropologie, à nous, pour mille et une raisons qu'on peut évoquer, qu'on peut débattre, qu'on peut discuter, etc. Ça renvoie à notre façon de voir le monde, à nos représentations, à notre façon de vivre. Il ne s'agit pas de se reproduire sur un territoire pour constituer, pour fabriquer, pour installer, pour instituer un système quel qu'il soit, une société, un État, un gouvernement, une république ou autre. Ça n'est pas le nombre, en fin de compte, qui fait les sociétés. Entre le nombre, depuis Pythagore, et la société, il y a une transition fondamentale. Et là, on en discutera tout à l'heure en convoquant un peu l'anthropologie pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez nous. Au lieu de poser des questions de type technique, etc., il faudrait, qui sont importantes, il faudrait poser peut-être d'autres questions plus fondamentales encore. Qui sommes-nous sur le plan anthropologique? Qui sommes-nous sur le plan psychologique? Qui, entre guillemets, c'est un jeu de mots, qui est l'homo algérianus? Qui sommes-nous réellement sur cette question? Et là, intervient le débat sur les mentalités. Jusqu'à une date récente, depuis les années 20, depuis les années 30, 40, 50, 60, il y a eu un débat à travers le monde sur la question des mentalités, mais d'un point de vue historique. C'est-à-dire l'inscription de l'humanité, enfin d'un peuple, d'une population, dans une perspective historique, pour mieux comprendre les transformations, les métamorphoses, les changements, des mentalités, etc. etc. C'est une analyse qui pourrait convoquer la géographie, qui pourrait convoquer la démographie, qui pourrait convoquer la psychologie, la sociologie, l'anthropologie quelque part, etc. C'est des analyses, mais qui s'inscrivent dans une perspective plutôt historique, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quant aux métamorphoses, quant aux transformations conjoncturelles, structurelles, il est arrivé. Dans cette question, j'aimerais bien apporter une précision et faire la différence entre les deux thématiques. Dans cette question, j'ai proposé à nos amis à Arbi d'évoquer fondamentalement la question des mentalités face aux défis du changement en Algérie. Mentalité, changement, Algérie. Nos amis ici à l'association, et je le comprends, étaient plutôt intéressés par la compréhension dans une perspective, c'est ce que je viens d'ailleurs de dire, historique, de la mentalité. Y a-t-il changement de mentalité? Qu'elle soit évolutive, régressive, quel type de changement, pourquoi il est arrivé? Toute mentalité renvoie à l'ensemble des legs, des cultures, des expressions, des manifestations, des habitudes, des croyances, de la façon de vivre ensemble,
de l'économie, de la sexualité, de la religion, etc. Et chaque croyance, chaque habitude, chaque génération est appelée de facto à changer. C'est le béaba. Mais comment changer? Et est-ce qu'on peut comprendre facilement ces changements-là? Comment doit-on les décrypter? Comment doit-on d'abord les scanner? Comment d'abord savoir qu'il y a changement? Et quel type de changement? Est-ce que la notion de changement dans ce sens-là est une notion par définition positive? Qui dit changement, est-ce que ça veut dire automatiquement changement positif? Est-ce que c'est un changement régressif, c'est-à-dire changement qui remet en cause ce qui existait, entre guillemets, de bien, et là on rentre dans la culture, dans le mental, qui renvoie à une certaine logique, à un certain logos, donc à une certaine rationalité, mais qui resterait éventuellement une rationalité prisonnière du bien et du mal, du vrai et du faux, etc., du blanc et du noir. C'est-à-dire une sorte de logique, comme les appelleraient les Grecs, une sorte de logique binaire. Si ce n'est pas blanc, donc c'est automatiquement noir. Si ce n'est pas le 1, c'est automatiquement le 0. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire que c'est faux, etc. Cette logique binaire qui a caractérisé les croyances, les cultures, les systèmes politiques, la façon de fonctionner, le mode de fonctionnement sur le plan économique, etc., ne pouvait plus, ni en Algérie ni ailleurs d'ailleurs, ne pouvait plus permettre à la société, au peuple, de s'adapter aux grandes métamorphoses du monde, aux changements structurels du monde. Et de toutes les façons, nous allons y revenir tout à l'heure lorsqu'on évoquera un certain nombre d'exemples. J'aimerais ici faire la différence entre mentalité et défi du changement en Algérie et le changement de la mentalité des Algériens entre évolution et régression. J'ai essayé de condenser tout cela et d'intégrer la problématique posée par nos amis d'association dans une problématique plus grande, plus large, qui poserait la problématique fondamentale de la mentalité des mentalités. Et pour ne pas faire comme l'ont fait nos amis chercheurs dans différentes universités, que ce soit américaines, à l'université de Chicago, à Harvard University, comme nos amis de Belgique, à Bruxelles, l'ULB, comme les héritiers de l'école des Annales en France, pour ne pas faire dans cette même perspective d'analyse historique des mentalités d'une manière plutôt linéaire, alors que la problématique des mentalités s'inscrit de mon point de vue dans une démarche labyrinthique. Elle est plutôt mathématique de par la complexité. Les mentalités sont très très complexes. Et par conséquent, on ne peut les analyser ni à travers le raisonnement, les logos traditionnels binaires, ni à travers, les démarches linéaires dans l'histoire. Voilà les grands-parents comment ils étaient, voilà les parents comment ils se sont transformés, voilà les enfants et les arrière-petits-enfants comment se sont transformés dans cette linéarité. C'est comme si c'était 1.1, le 1 qui tend vers 10. Et c'est linéaire. Alors qu'entre le 1 et le 10, il y a des labyrinthes, il y a des complexités, il y a des métamorphoses, il y a des changements, il y a des situations conflictuelles. Il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent pour pouvoir expliquer le passage d'une situation à une autre. Et en même temps, qui expliquerait plus tard la nature de la nouvelle, entre guillemets, mentalité. Les gens peuvent parler de cette manière. Regardez-moi, c'est une nouvelle mentalité qu'on n'arrive plus à comprendre. C'est une nouvelle façon de communiquer qu'on n'arrive plus à comprendre. C'est de nouveaux comportements. Le comportement, l'attitude, la religiosité, n'est-ce pas? La religiosité fait partie des legs, des supports qui forgeraient le mental d'une communauté, d'une société, etc.
Parce que l'imaginaire, qu'il soit magique, qu'il soit croyant dans le sens religieux du terme, dans le sens révélé du terme, ou dans le sens social du terme, ou dans le sens pratique religieuse, c'est-à-dire la religiosité, que les gens majoritairement prennent pour de la religion, là, ça pose également un problème. Donc, nous allons nous interpeller nous-mêmes sur un certain nombre de chantiers, un bon nombre de chantiers sur lesquels nous sommes tenus aujourd'hui. De toute façon, nous sommes obligés de réfléchir sur ces chantiers si on voudrait bien d'abord comprendre qui sommes-nous et comprendre où allons, et surtout où allons-nous et avec qui et comment. Quels sont les mécanismes, les modus operandi, c'est-à-dire les modes opératoires, quelles sont les solutions à nos crises structurelles, sommes-nous en mesure de réfléchir ou de ne pas réfléchir, et là, je vais inverser la démarche intellectuelle. Ça m'intéresse. Je vais inverser et j'aimerais bien que nous participions ensemble dans une sorte d'échange, de réflexion et de débat sur justement cette démarche, parce que le sujet est tellement complexe qu'il mérite la réflexion de tout le monde, quelle que soit la personne, parce qu'il s'agit de la mentalité. On ne parle pas d'une mentalité intelligente ou d'une mentalité non intelligente, on ne parle pas d'une mentalité comme l'aurait qualifié un certain Lévi-Bruhl, une mentalité primitive ou une mentalité civilisée. Il ne s'agit pas d'une mentalité, j'allais dire, positive et d'une autre, une mentalité, j'allais dire, non positive. Non. Il s'agit d'un mental collectif, de mentalité au pluriel, qui régisse un espace public commun, des cultures communes, des perspectives et un devenir commun. Et là, j'inverse. Et je me pose la question. Nous sommes algériens, nous vivons sur un territoire, donc nous avons une relation directe à une géographie. Nous nous reproduisons comme toute humanité, nous produisons des êtres humains, et nous avons une démographie. Nous avons un mode de vie ancien, et nous sommes interpellés tous les jours par des modes de vie nouveaux. Nous vivons dans une culture, dans une démarche, etc., traditionnaliste, tout en étant interpellés de toutes les façons chaque jour par ce que nous impose la modernité. Nous sommes dans beaucoup de facteurs qui nous réunissent et qui nous unissent. Nous vivons dans des ères différentes que le XXIe siècle, mais en même temps nous vivons au XXe siècle avec des voisins qui sont de loin plus développés que nous. Nous vivons avec un monde qui s'est mondialisé, nous vivons avec un monde qui, entre guillemets, s'est technologisé, nous vivons avec une société de l'information qui, de loin, nous dépasse. Nous sommes à l'ère de l'informatique, nous sommes à l'ère d'Internet, nous sommes à l'ère du virtuel. Comment peut-on comprendre tout ça entre des donnes sérieuses sur le plan physique d'un peuple qui vit sa propre décadence, mais qui vit en même temps, j'allais dire, le génie et le produit de l'humanité dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, comment doit-on analyser mentalement un peuple qui vit sa propre décadence? Il est décadent, il faudrait bien le reconnaître, n'est-ce pas? Nous sommes décadents, nous sommes sous-développés, décadents, mais en même temps, nous vivons avec les moyens du monde moderne du XXIe siècle. Les technologies, la société de l'information, Internet, l'image, le virtuel, etc., les systèmes satellitaires, les produits alimentaires qui sont le produit de l'ère post-industrielle, etc., etc. On voit là un paradoxe fondamental qu'il faudrait comprendre. Et surtout, se poser les grandes questions autour de phénomènes sur lesquels il n'y a jamais eu de débat en Algérie. Et la question que je dois me poser pour inverser la démarche intellectuelle des historiens des mentalités, comme ceux des historiens des idées, tels que nous sommes aujourd'hui. Et je parle du collectif, je ne parle pas d'individualité.
Ce qui m'intéresse, c'est mon peuple, c'est l'Algérie, c'est l'Algérien, au pluriel. Tels que nous sommes-nous aujourd'hui en mesure capable de fonder un État moderne? Une question. Sommes-nous en mesure de fonder un État moderne? Ok. Question. Sommes-nous également en mesure de fonder une société moderne? Sommes-nous en mesure de fonder une économie moderne? Sommes-nous en mesure d'être une plus-value pour l'humanité, pour la civilisation humaine? Voilà grosso modo quelques grandes questions qu'il faudrait qu'on se pose. Sommes-nous d'abord en mesure de fonder un État? La question qui n'a jamais été posée en tous les cas, parce que le pouvoir, enfin les gens qui ont pris le pouvoir en 62, comme vous le savez, c'est pas la peine de nous répéter, tout le monde le sait. Pour eux, c'était eux-mêmes l'État. Le pouvoir, le régime installé par la force, était considéré lui-même comme étant l'État. Alors qu'en fait, il était l'antithèse de l'État. Il était antinomique à la notion même de l'État, qui veut dire valeurs transformées en système institutionnel fonctionnel, qui sont invisibles, mais qui régissent l'ensemble des relations dans un espace commun, qu'on appelle communément l'État. Le pouvoir tel installé par la force en 62, aussi bien sous sa facette militaire que sous sa facette civile, politique, partisane, c'est-à-dire l'armée des frontières à qui on a donné un nom, l'ANP. Qu'est-ce que l'ANP si ce n'est l'appellation officielle de l'armée des frontières? Et de l'autre côté, le parti, le FLN, qui, je le rappelle, dans la Constitution, après le coup d'État contre l'Assemblée constituante en 63, ce même parti, à travers le couple Ben Bella, Boumedienne et tout ce qu'ils avaient fondé comme rapport de force, ils ont opéré un coup d'État contre l'Assemblée nationale constituante, n'est-ce pas? Ce qui a obligé Farhat Abbas et tous les autres, Aït Ahmed ainsi que beaucoup d'autres chefs historiques, à démissionner. Bon, il y a des gens qui ont démissionné, il y a des gens qui ont été mis en résidence surveillée, il y en a d'autres qui ont été mis en prison, etc. D'autres qui ont été assassinés. Donc, le coup d'État lui-même donne naissance à une constitution qui a été, comme vous le savez, c'est pas la peine de le répéter, réfléchie entre guillemets, mise en place dans une salle de cinéma, improvisée. Dans ce texte constitutionnel, regardez le fonctionnement. Si je devais prendre un T0 pour analyser le phénomène des mentalités, il faut bien commencer par un point. Dans la Constitution de 63, dans un de ces articles, j'ai oublié lequel, il est dit clairement que le parti, c'est-à-dire le PFLN, qui est la contre-révolution du FLN des révolutionnaires. C'est un phénomène contre-révolutionnaire du processus historique qu'a connu le FLN, Front de Libération Nationale, 54-62. Donc, on voit là l'Algérie devant deux situations fondamentales, qui se résument en un phénomène de contre-révolution. L'armée, qui a pris le pouvoir par la force, donc l'armée des frontières, qui est la contre-révolution d'un processus historique conduit par l'ALF. Donc, on voit là une armée des frontières qui, l'antithèse même, est la contre-révolution de l'ALF. Et on voit là un parti, qui s'appelle le parti du FLN, qui est lui-même la contre-révolution du FLN historique. Donc, contre-révolution. Maintenant, il faudrait donner à la contre-révolution un sens et une orientation et un cadre. Le cadre pour eux, c'est la force, la Constitution, et bien sûr, plus tard, on verra l'apport de la rente pour pouvoir encadrer la société, à travers des mécanismes différents qui, pendant l'époque de Boumedienne, étaient différents de Boumedienne, différents de l'époque de Cheffi, mais ça faisait partie d'un même mécanisme
d'une même démarche, d'une même mentalité du pouvoir. Voilà, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Que dit le texte constitutionnel à propos de ce point qui renvoie à notre sujet? Et le parti, je vois les guillemets, et le parti est responsable même des aspirations des masses populaires. Essayons de suivre ce que dit cette constitution de 63. Le parti, c'est-à-dire le PFLN, est responsable même des aspirations des masses populaires. C'est-à-dire que c'est lui qui réfléchit à la place de la... D'abord, pas du peuple. Parce qu'on va discuter plus tard la notion du peuple. Sommes-nous un peuple? Et sommes-nous le peuple? Ce sont deux concepts complètement différents de la notion de masse auquel nous a ramené qui un pouvoir central. Pouvoir central lui-même dominé par la force exogène à la culture révolutionnaire du pays, donc le produit de notre révolution. Que produit cette alchimie? Et le parti, c'est-à-dire le parti unique, qui est l'antithèse en termes de parti unique. Le PFLN est l'antithèse, la contre-révolution du FLN historique, mais le parti en tant que mécanisme de fonctionnement, il est unique, il est l'antithèse de toute une tradition culturelle, politique et civilisationnelle, de tout un mouvement national depuis les années 20 jusqu'à 1954, qui a produit des courants politiques extraordinaires, des tendances politiques extraordinaires et des idéologies, une façon de voir l'Algérie et le monde, à travers des formations politiques comme l'Étoile nord-africaine, comme le PPA, comme l'UDMA, comme l'Ulama, l'Ulama Muslimin Jazairiyin, comme l'UDMA, n'est-ce pas? Les AML avant l'UDMA en 1943, comme le MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, comme l'OS, jusqu'à ce qu'on arrive au CRUA, jusqu'à ce qu'on arrive à 54, etc. Et là, il y a une rupture. Rupture contre quoi? Et on va voir le résultat en 63, 62, 63, après le congrès de Tripoli. On va voir le résultat. C'est quoi? C'est mettre de côté, enterrer définitivement, pour le parti unique, enterrer définitivement toute une tradition plurielle, de pluralité, de pluralisme, une tradition politique, hautement politique, sous la colonisation. On voit là un peuple, j'ouvre la parenthèse, pour discuter maintenant sérieusement du sujet, on voit là un peuple qui vivait la pluralité politique sous la colonisation, et un peuple que le pouvoir de l'époque considérait comme des masses populaires, n'est-ce pas? Il nous considérait comme des masses, c'est-à-dire des quantités négligeables en mathématiques.